Alors, parler de management, effectivement, ça pose un certain nombre de questions et de difficultés. Et je commencerai par citer... Alors, c'est quelque chose qui montre à la fois la pertinence du sujet et le caractère scandaleux du sujet. La pertinence, c'est un ouvrage qu'on m'a signalé de Emmanuel Jeland et Benoît Friedman, Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges. C'est paru il y a 1 ou 2 ans, où toute une série de juristes se posent la question de comment on gère, on doit gérer ou on devrait gérer la justice. Et au début, il y a une introduction, une préface par Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle de Belgique, où on peut lire « Tout juriste, attaché à ce qui fait l'essence de sa discipline, n'a-t-il pas un devoir d'insurrection face à cet envahisseur masqué qu'est le management ? Peut-il accueillir sans s'insurger la marchandisation de son office, la marchéisation de sa production, la mercantilisation de son âme ?» Voilà. Donc, effectivement, on voit à la fois l'actualité du sujet et le caractère un peu chaud, disons, ou quasi scandaleux du sujet. Alors, pour traiter de ce sujet en temps très limité, qui est tout de même un sujet assez vaste, je dirais de la façon suivante. Je commencerai par poser justement 3 questions préalables qui surviennent immédiatement quand on parle de management et qui sont des objections à parler de management. Et après, d'une part, le chemin ira d'abord clarifier ces questions. On verra que ces questions sont évidemment essentielles et c'est la compréhension de ces questions qui permettent de comprendre la situation institutionnelle du rapport entre le droit, le management, son histoire et son actualité. Deuxièmement, pour rendre compte de ça, effectivement, je passerai sur la notion de système de légitimité, qui est une interprétation institutionnelle qui permet, à partir d'une approche institutionnelle, d'articuler effectivement ces différents points, management, histoire, droit, etc., théorie économique. Troisièmement, justement, l'histoire du système de légitimité, donc pour voir justement comment ça a évolué. Et la conclusion, quelques points, si j'ai le temps et j'espère, quelques points d'actualité. Alors, les 3 points. Il y a 3 questions qui arrivent tout de suite. D'abord, pourquoi management et pas gestion et administration ? C'est le premier. C'est un mot anglais. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est ici au Collège de France, qui a été fondé par François Ier. Et l'arrêt de Villers-Cotterêts était aussi sous son règne. Et il disait que la langue devait être le français. Et c'est cet arrêt qui fait que l'Académie française a refusé pendant très longtemps le mot management, et même le Robert ne l'a admis, je crois, que dans les années 72, comme anglicisme. Donc, vous voyez que le simple fait de faire figurer le mot management dans un colloque officiel, peut-être ça a déjà eu lieu, mais c'est un événement historique qui a une valeur institutionnelle, de transgression du droit ancien, en tous les cas, ou de novation, et de questions qu'on voit bien avec un président de Conseil constitutionnel qui a l'air de sentir tout à fait la vigueur de la situation. Deuxièmement, ce mot anglais évoque l'américanisation, la supériorité du public sur le privé, la notion... Donc, est-ce que c'est pas déplacé, finalement ? Donc ça, c'est effectivement l'association immédiate qui est faite, management, privé, etc., pour voir globalisation. Et ça, c'est aussi un deuxième rejet par rapport à tout ce qui pourrait être public, intérêt général, etc. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième objection, ou le deuxième problème qu'on soulève immédiatement. Le troisième, bien, c'est parler de théorie du management. Alors là, ça devient vraiment scandaleux parce que on se dit, celui-là, il veut absolument rendre sa discipline respectable. C'est typiquement une stratégie de champ, comme dirait Bourdieu, pour essayer de montrer que... Pourquoi ? Parce que, le management, c'est ce qu'il y a de plus pragmatique. Ça vient de l'Amérique qui est pragmatique. De quelle théorie peut-il bien s'agir ? Donc, il y a vraiment un problème là. Et... Enfin, entreprise, il y a un décalage entre entreprise et management. Pourquoi parler de management quand il s'agit d'entreprise ? Et là, je dirais simplement, on verra après, qu'effectivement, ça ne parle pas de l'entreprise en général, ça parle de la grande entreprise. Et c'est en quelque sorte l'avènement et la généralisation de la grande entreprise qui fait que la question du management devient première. Et je dirais presque première, y compris par rapport à la notion d'entreprise. Alors, l'objet de mon exposé, c'est de montrer que la clarification de ces 3 notions peut conduire à comprendre quelque chose peut-être de l'actualité du droit de l'entreprise et du rapport au management. Alors, clarification. D'abord, le management.
il y a trois notions, trois choses. Il y a le management comme mot, il y a les théories du management, et là je dirais il y a une sorte de malentendu transatlantique. Je crois qu'il y a vraiment il est intéressant je dirais, il y a vraiment évidemment un malentendu transatlantique, c'est évident, mais peut-être qu'on pourrait élucider certaines des difficultés de compréhension, au moins les mettre au clair. Et troisièmement, l'entreprise, de quelle idée s'agit-il? Alain Suppiot avait évoqué indirectement, l'auteur que je vais aussi évoquer, c'est Hélène Vérin, qui, dans un ouvrage Entrepreneur-entreprise, histoire d'une idée, a fait un travail vraiment très, très important pour la compréhension de ce dont il s'agit. Alors, l'histoire d'un mot, eh bien, je dirais d'une part, il y a une question institutionnelle, et d'autre part, pluralité des étymologies. Bon, la question institutionnelle, je viens d'en parler, c'est la question du mot, du langage, du droit de parler. Bon. La question de l'étymologie, il y a au moins, je ne sais pas si on peut démontrer quelque chose par l'étymologie, je crois que Paulan en doutait, mais en tous les cas, c'est toujours très intéressant, et on peut au moins trouver deux sens étymologiques. Un qui est lié à ménage, ménager, qui était d'ailleurs un mot français, comme on sait, mais qui est lié à oikos, oikos nomos, économie, au sens classique, d'une certaine manière, au sens aristotélicien. Et puis l'autre qui est managerer, gouverner, conduire. Et ces deux mots, on voit bien que ces deux sens sont très différents. Donc, je dirais qu'on a donc deux points. D'une part, en ce qui concerne l'aspect institutionnel, c'est tout de même très important, parce que ce qui est en cause, c'est simplement la souveraineté nationale par rapport au langage, etc. Et ça, c'est un symptôme extrêmement violent. Et le fait que maintenant on puisse transgresser, ça montre qu'il y a une mutation dans les fondements, dans l'histoire institutionnelle des nations, et c'est ça notre sujet. Alors, en ce qui concerne maintenant les théories du management, je vais essayer de présenter un certain malentendu transatlantique autour de la notion de jurisprudence. Quand on regarde les dictionnaires, vous voyez les dictionnaires encore, finalement les mots ont leur importance. Le dictionnaire, il se trouve que la notion de jurisprudence est, comme dirait Barbara Cassin, un intraduisible. Bizarrement un intraduisible parce que le même mot a des sens très différents dans les deux langues. En France, le mot, le Robert dit, sens vieilli, science du droit et des lois, hein, mais depuis le XVIIe siècle, ensemble des décisions de juridiction sur une matière ou dans un pays en tant que source du droit. Donc, depuis le XVIIe siècle, la jurisprudence en France, c'est l'ensemble des décisions de droit, de justice. Oxford Dictionary dit théorie du droit, philosophie du droit. Alors, il y a un paradoxe. Comment se fait-il que les Français, qu'on considère cartésiens, aient une définition pragmatique de la jurisprudence, et les Américains, qu'on considère pragmatiques, aient une définition théorique? Alors, ça peut éventuellement... Alors, pour figurer ce contraste, j'aime bien afficher la figure de Oliver Wendell Holmes, qui est un des très grands juristes américains, et qui a dit ceci, vous voyez, dans la Harvard Law Review, donc c'est une bonne référence, juste au tournant du siècle, mais bien que les hommes pratiques préfèrent laisser leurs principales prémices inarticulées, cependant, même du point de vue de la pratique, la théorie est, au bout du compte, la chose la plus importante. Donc, c'était non seulement un Américain et pragmatique, mais il était aussi membre du club, Metaphysical Club, etc., ami de tout ce qu'il peut y avoir de philosophes pragmatiques dans le coin. Alors, le paradoxe, comment expliquer ce paradoxe? C'est pas si... On peut le justifier de la façon suivante. En France, on a un droit dogmatique, un droit qui est dans des codes. Le rôle du juge, c'est d'appliquer le droit. C'est-à-dire, face à un cas, de dire comment on peut relier, en quelque sorte, le cas à une norme qui est fixée d'avance. Donc le droit est dogmatique. Si vous introduisez un philosophe du droit dans le département, il va avoir un autre dogme à proposer, où il va, très naturellement, étant donné que c'est son penchant naturel, évidemment, c'est sa fonction, il va se mettre à critiquer, à questionner le droit. Donc ça va être intenable. Donc puisqu'on a un droit dogmatique, il faut que la philosophie se tienne à l'écart, dans un autre département, peut-être de philosophie. On n'enseigne pas la philosophie du droit. Par contre, donc les juristes autonomisent la réflexion sur le droit à travers la notion de doctrine.
En Amérique, c'est le contraire. En Amérique, le droit au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, c'est un droit extraordinairement chaotique. Ils ont d'un côté coupé avec la common law anglaise, donc ils l'ont réinstauré, vous voyez, une sorte de restauration à la française. Nous, on a restauré le droit, eux, ils restaurent le common law. Quand ils ont coupé avec l'Angleterre, ils n'avaient plus de droit. Donc il fallait bien qu'ils reprennent Blackstone pour faire quelque chose. Et puis ils avaient un monde très divers, avec des juges extrêmement, certains très extraordinairement brillants, d'autres portés sur la bouteille, enfin dans un monde très, très varié. Donc, je veux dire, c'est cinématographique, mais c'est un peu vrai, très pragmatique, qui traitant les cas concrets, en général, pour y trouver la solution au conflit qui se trouvait là, en essayant effectivement que ça se résolve dans le prétoire et pas à coup de revolver devant. Donc, d'ailleurs, avec un succès mitigé parfois. Alors, donc, ils ont ce droit. Et en plus, il y a un développement économique prodigieux, donc des innovations juridiques extraordinaires. Enfin, ce droit-là, il devient complètement chaotique et inacceptable à partir du moment où vous avez des acteurs comme les très grandes entreprises qui ne peuvent pas être en quelque sorte réparpillés localement, mais qui ont un impact général. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le droit apparaîtrait comme un système arbitraire. Et la seule manière pour que ça ne soit pas arbitraire, c'est de montrer que toute cette diversité relève de principes. Et c'est pour ça qu'à la fin du XIXe siècle, un enseignement formel par Langdell, etc., a été établi à Harvard. Ces livres de cas ne sont pas du tout des choses empiriques. Ce sont en fait des doctrines, exactement d'ailleurs comme les grands arrêts de la jurisprudence administrative au sens traditionnel, chaque cas étant là pour illustrer un principe. Et donc, on voit que la théorie s'avère nécessaire pour légitimer quelque chose qui, autrement serait l'arbitraire. Eh bien, finalement, le management est dans la même situation. Le management étant très pragmatique, ces décisions sont singulières, la valeur de ces décisions dépend de leur réussite, et c'est donc a posteriori. Et comment légitimer auprès quand on est dans une grande entreprise, auprès de ceux qui doivent coopérer, ou auprès de l'extérieur, par ceux qui pourraient être gênés, en quelque sorte, par l'intervention du manager ou de l'entreprise, comment légitimer ces actions qui sont parfaitement arbitraires, qui révéleraient, comme dirait Carl Schmitt, dont on parle beaucoup, du décisionnisme. C'est-à-dire des décisions qui ont des conséquences. Et quelles conséquences ? Et en quoi ces conséquences peuvent-elles être légitimes ? Donc, à la fin du 19e, pareil, on a la très grande entreprise, et face à ça, pour légitimer la très grande entreprise, on crée les business schools, et à l'intérieur de ces business schools, on développe des enseignements de gestion qui s'appellent, très logiquement, avec des livres qui s'appellent principes. Soit les principes du management scientifique de Taylor, soit les 14 principes de Fayol sur l'administration générale, etc. Donc, on peut, à partir de là, définir le management comme un système quasi-juridictionnel. À l'intérieur de l'entreprise, il y a des conflits. La société elle-même a des conflits, elle résout ces conflits, quand ils ne peuvent pas se résoudre autrement, par le jugement et par la force publique. L'entreprise n'a pas la force publique, mais elle peut développer des normes propres, qui s'appellent le management, et c'est un système de résolution de conflits. Les normes sont acceptées par convention par les membres de l'organisation. Bien sûr que s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent toujours recourir au droit à l'extérieur. C'est pour ça que c'est un système quasi-juridictionnel et pas un système juridictionnel. Voilà. Donc, vous voyez que du coup, la théorie est nécessaire. Parce que ce dont il s'agit, c'est pas de réussir, mais c'est d'être capable en management, et c'est pour ça qu'on a des écoles, de produire un langage commun, des normes qui permettent de définir l'acceptable et l'inacceptable à partir du moment où les actions engagent un grand nombre de personnes. Alors, comment définir pour que ce soit concret ? On peut effectivement... Weber dit que toute organisation bureaucratique a un langage administratif écrit qui permet... Et en fait, c'est ce langage administratif écrit qui est en quelque sorte le code de l'entreprise, ou une partie essentielle de ce code. Et à partir de la théorie du signe de Charles Morris, qui est un logicien américain, un successeur de Peirce, il définit le signe à partir de 3 dimensions. Une dimension syntaxique, une dimension sémantique et une dimension pragmatique. Et je dirais que tout langage administratif, entreprise ou pas entreprise d'ailleurs, administratif aussi, doit avoir 3 composantes, on verra après pour le management en tant que tel, qui est un langage administratif particulier.
une condition de syntaxe qui est dans ce langage, l'organisation est sujet de l'action. C'est un langage de décision. Hein, le juge décide, l'entreprise vend. Ça, c'est du management. Ou c'est plutôt c'est de l'administration. C'est un langage administratif. Il faut que condition sémantique, c'est que ceux qui participent à l'action collective acceptent que ce langage représente bien le monde. Ça, c'est la deuxième condition, qui est une condition d'épistémologie. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait un modèle de connaissance commun, sinon ça ne peut pas marcher, ou du moins des présupposés par rapport au modèle commun. Et condition pragmatique, il faut que ceux qui respectent la grammaire de ce langage pensent que s'ils le font, leur intérêt, l'intérêt de l'organisation et l'intérêt de la société sont globalement compatibles. C'est une condition que j'appellerais condition de légitimité plutôt que condition pragmatique, parce que vous verrez que c'est la notion de légitimité qui intervient dans la suite de l'histoire. Alors, ça c'est l'entreprise. Alors maintenant, le troisième terme, l'entreprise. Alors, l'histoire d'une idée. Pourquoi l'histoire d'une idée ? Parce que Hélène Vérin a écrit ce livre remarquable qui, moi, m'a permis de comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Et ce qu'elle dit, au fond, c'est que c'est un principe essentiellement transgressif. L'entreprise est cette nouvelle forme de pouvoir social qui se met en place contradictoirement avec l'ordre établi. Disons, grosso modo et grossièrement, l'ancien régime était traditionnel, il y avait des manières, les corporations, etc., il y avait des traditions. L'entrepreneur, c'est celui qui se met hors tradition. Bon. Alors effectivement, ça a un sens très général, qui est justement l'audace, qui est l'entreprise amoureuse, l'entreprise militaire, mais tout ça va dans le même sens, c'est se définir une finalité et mettre en œuvre les moyens pour. Hein. On pourrait penser que c'est machiavélique, mais je pense qu'il y a une différence avec le machiavélisme, c'est que c'est local. Il n'y a pas de projet politique en tant que tel. Il y a un projet personnel d'arrivée, il devient politique uniquement si on l'applique au prince. Ou à quelque chose qui devient comme le prince, comme l'entreprise moderne, évidemment. Mais là, donc l'entreprise signifie remise en cause d'un établissement social par outrepassement des droits, toujours des citations, s'entremettre dans le cours légalement reconnu d'une fonction, d'une affaire, pour le détourner à son profit. Tout ça, c'est des citations de Hélène Vérin. C'est se fixer une fin et mettre en œuvre tous les moyens pour y parvenir, quitte à transgresser, etc. Évidemment, Schumpeter est au milieu de tout ça. Hein, c'est l'innovation qui est le cœur de la question, faire du nouveau. Du point de vue de l'entreprise. De ce point de vue, l'entreprise est associée à l'idée de liberté individuelle, c'est-à-dire d'individus qui tentent de s'émanciper des formes traditionnelles de la vie en société. Évidemment, c'est totalement lié à l'avènement du monde moderne qui s'autonomise du point de vue des normes par rapport aux normes hétéronomes du passé. Alors le paradoxe de la modernité, c'est un paradoxe énorme, c'est d'avoir fondé l'ordre social sur deux principes essentiellement subversifs, la liberté et l'innovation. Comment faire pour que ces deux choses puissent converger dans un ordre ? C'est la théorie économique qui est parvenue à résoudre ce paradoxe en montrant que, moyennant quelques conditions, telles que le caractère atomistique des entreprises, la soumission des entrepreneurs aux droits des contrats, on pouvait, grâce au mécanisme de marché, la fameuse main invisible, dire que les gens étant libres, moyennant ces conditions, eh bien, le résultat collectif serait bon du point de vue, disons, parce que les lois de la nature seraient respectées. Voilà. Donc, alors, ceci dit, comme on l'a vu plusieurs fois, ça ne marche pas si bien que ça actuellement, et on a évoqué effectivement 2008. Et là, rapidement, je vous présente cet article qui me paraît aussi historique. C'est Edmund Phelps, qui est prix Nobel d'économie 2006, directeur du Centre pour le capitalisme et la société de Columbia University, qui écrit dans la première page du Financial Times « L'incertitude hante le meilleur système ». Et il dit « Mais pourquoi les grands actionnaires n'ont rien fait pour arrêter le surendettement avant qu'il n'atteigne des niveaux dangereux ? Pourquoi le législateur n'a pas exigé une intervention réglementaire ? La réponse, je pense, est qu'il n'avait aucun sens de l'existence de l'incertitude knightienne. Ainsi, il n'avait pas la notion de la possibilité d'une énorme rupture des prix de l'immobilier. Certains eurent l'instinct d'acheter de l'assurance, mais ils ne virent pas l'incertitude pesant sur la solvabilité de l'assurance. Donc, j'ajoute simplement que la crise, comme vous savez, s'est manifestée par le fait que les banques ne voulaient plus se prêter. C'est-à-dire une crise de confiance, puisque la confiance, c'est par définition le fait que l'on anticipe dans un échange qu'il y aura une réciprocité. Donc, il y a eu rupture radicale de confiance. C'est très important de faire ce lien. Alors, l'idée de ce Knight est un personnage très curieux. Pourquoi est-ce qu'on l'ignore ? Pourquoi est-ce qu'on l'ignore alors qu'il n'est pas du tout ignoré ? Il n'est pas du tout... fondateur de l'école de Chicago, professeur de tous les grands professeurs modernes, d'ailleurs Milton Friedman, etc., Stigler et compagnie, Don Pantignid, etc.
membre du Mont Pèlerin, etc. Pourquoi donc, et pourquoi diable, Frank Knight, qui a écrit Risk, Uncertainty and Profit, dans lequel il y a une théorie de l'entreprise, justement, eh bien, il n'est pas là. Or, la théorie de l'entreprise de Knight est ignorée. Elle est ignorée, et je dirais même une chose assez amusante, c'est que cette ignorance, vous voyez, cette façon de ne pas voir certaines choses, on peut avoir un exemple extraordinaire à rallonge, en quelque sorte. Coase, comme vous savez, a écrit The Nature of the Firm en 1937. Il s'amusait du fait qu'on lui a donné le prix Nobel en 1991. Ceci dit, Coase ne cite pas Knight. Or, dans son article de 1937, il consacre 2 pages à Knight en disant que c'est le seul qui ait dit des choses intéressantes sur le sujet. Donc vous voyez un masquage. Alors Phelps, lui, dans son discours au Nobel, cite Knight, effectivement, déjà en 2007, 2006. Mais ce qui est curieux, j'ai regardé tous ses articles, avant, il ne le cite pas. Pourtant, il parle d'incertitude. Parce que Knight, c'est l'homme qui a parlé de l'incertitude et de la différence qu'il y a entre l'incertitude et le risque. Et il définit justement l'entreprise par l'incertitude. Et l'entrepreneur par l'incertitude, c'est-à-dire, et le profit par la rémunération de l'incertitude. Bon. Alors, comme je dois aller très vite, je crois que je vais immédiatement passer là-dessus en disant que... Alors, qu'est-ce que c'est que cette incertitude ? Donc, c'est ce qui n'est pas quantifiable par rapport au risque qui est quantifiable, etc. Et là, je passerai à une anthropologue qui s'appelle Mary Douglas, et qui a écrit « Comment pensent les institutions », mais qui a écrit surtout un petit article merveilleux que je vous conseille, qui est online, qui s'appelle « Dealing with Uncertainty », et qui est un bijou, dans lequel elle dit la chose suivante. « La certitude n'est pas une humeur ou un sentiment, c'est une institution, telle est ma thèse. La certitude n'est rendue possible que parce que le doute est bloqué institutionnellement. La plupart des décisions relatives au risque sont prises sous la pression des institutions. Si nous reconnaissons maintenant, et là on a de l'histoire, la présence de plus d'incertitudes, ce sera à cause de choses qui auront affecté les fondements institutionnels de nos croyances. Et c'est ça qu'il faut étudier. Et c'est ça que j'opérationnaliserai, en quelque sorte, par la notion de système de légitimité. Et pour ne pas perdre trop de temps, ce qu'elle dit est très intéressant, mais je ne peux pas, ce serait trop long. Je vais simplement... Alors, l'idée fondamentale, c'est la suivante. C'est que pour qu'une société peut être définie comme un système de résolution de conflits, et les juristes ne diront pas le contraire, c'est important pour eux. Et l'acceptabilité sociale des actions humaines suppose, c'est ce qu'elle dit fondamentalement, l'existence d'un système de symboles partagés très simple. Pourquoi il doit être simple? Pour qu'il soit partagé, pour qu'on le reconnaisse immédiatement, etc. Qui permet de coder les actions et de dire immédiatement qui a raison, qui a tort. Et ça va aller très vite, parce que sinon, tout s'arrêterait. Et qui constitue un système social de résolution de conflits qui permet de décrire les actions et d'évaluer ce qui est acceptable ou non. Et donc, ce système de symboles partagés constitue une sorte de noyau dogmatique qui est nécessaire à la société et qui constitue d'ailleurs une théorie du social, puisqu'il y a peu de variables qui définit presque tout et est acceptée par presque tout le monde. Donc c'est l'idéal. Mais une théorie du social qui est considérée non pas en tant qu'elle est vraie, mais en tant qu'elle est nécessaire ou obligatoire. Et comme elle est nécessaire, le droit la rend obligatoire. Et c'est là où le monopole de la violence légitime, comme dirait Weber, que le droit, que l'État s'arroge, permet de faire fonctionner, de rendre effectif et éventuellement efficace cette chose. Il constitue ce que j'appelle une phénoménologie normative du sens commun. Ça veut dire, c'est important parce que phénoménologie, c'est un mot un peu lourd, mais c'est la façon dont les choses nous apparaissent. Pourquoi c'est important? C'est pour bien comprendre qu'on ne parle pas des choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles doivent nous apparaître dans la mesure où nous appartenons à une culture donnée. C'est un des paradoxes de l'autonomie des normes que l'homme moderne est clivé entre un sujet qui, en quelque sorte, est supposé connaître le droit, ce qui n'est évidemment pas vrai, et un autre sujet qui vit. Mais les deux doivent communiquer au moins dans la reconnaissance. C'est pour ça qu'on appelle un avocat, etc. Donc c'est ce mécanisme de dédoublement, et une fois qu'on a compris ce dédoublement, on étudie le système de normes et on abandonne la réflexion sur la réalité, et on peut s'amuser de dire que la réalité, c'est l'exception qui confirme la règle, et ça nous suffit. L'exemple, c'est évidemment une licenciée aurait la loi, et évidemment le problème, c'est une fiction, mais il ne faut pas que ça devienne une fable, et c'est là où on passe à la crise. À partir de quel moment? J'ai 5 minutes, ça va.
Enfin, ça va, non. Donc, non, ça ne va pas, mais ce n'est pas grave. Donc, les systèmes de légitimité de Weber, voilà, le noyau du système de légitimité rationnelle légale, c'est ça, c'est-à-dire à un premier niveau, donc c'est les schèmes partagés. En fait, ça n'est que l'élucidation de ce à quoi nous croyons, même sans savoir que nous y croyons. Nous croyons qu'il y a une nature et on veut même la protéger, vous voyez. C'est les sciences physiques qui leur donnent, Newton qui leur donne un statut scientifique précis. De là, on déduit l'économie politique, qui est construit de manière newtonienne, là, dans cet idéal type du système, disons, au début du XIXe siècle. De là, on déduit le droit, qui divise le public et le privé, le privé étant défini par la soumission aux lois du marché, et le public étant le reste qui est nécessaire pour qu'il y ait des lois du marché. Et enfin, l'administration. On voit que là, on a toute une hiérarchie. Ces 4 éléments, si on compare ça à l'Ancien Régime, on s'aperçoit qu'il y a une logique commune. C'est-à-dire, vous avez l'exode, la jeunesse, d'où vient le monde, donc c'est le cosmos. Deuxième niveau, c'est l'exode, d'où vient le peuple. Une fois que vous avez le monde et le peuple, on peut faire des affaires. Et donc, la question devient le rituel, le lévitique. Pourquoi le rituel ? Parce que la main est invisible. Parce que, justement, la norme en question, elle est non seulement pas toujours consciente, mais elle est invisible. Pour s'assurer la conformité entre nos actions et ce principe invisible, il faut un rituel opposable au tiers, une forme opposable au tiers, telle que, une fois que je l'ai accompli, ça marche. Et on est quitte avec le niveau supérieur. Et ensuite, les nombres, c'est la répartition, c'est l'administration. Alors, l'histoire des systèmes de légitimité, ça c'est peut-être... c'est simplement pour dire, vous voyez qu'il y a une espèce de paradoxe qui est comment faire pour associer la stabilité nécessaire à un système de normes et le caractère essentiellement dynamique d'un système fondé sur l'entreprise qui change les manières de faire, la science qui développe sans arrêt de nouvelles connaissances et la technique qui déplace sans arrêt le possible. Donc on a un principe fondamentalement dynamique dans la société, dans les sociétés occidentales, et pourtant il y a un besoin de stabilité. Alors la façon de faire, c'est effectivement que le système de normes est découplé par rapport à la réalité. Encore une fois, c'est pas la même chose. Le rapport n'est pas un rapport de causalité, bien sûr, c'est même pas un rapport d'abduction ou de déduction, c'est un rapport de subsomption. C'est-à-dire, est-ce que l'acte en question peut être considéré comme conforme à une norme idéale ? Et comme c'est tellement précieux d'avoir cette norme idéale que tant qu'on peut dire que ça va, on va la tenir. Donc on va garder, par exemple, l'idée de la concurrence pure et parfaite jusqu'à la fin du 19e. Tu me laisses une minute ? Voilà. J'arrêterai après. Vraiment, la prochaine... Et donc, excuse-moi. Et donc, si vous voulez, l'idée est que ça évolue, mais qu'au moment où on ne peut plus dire que c'est la même chose, quand par exemple il y a les trusts, à ce moment-là on fait une loi antitrust, on est obligé de changer de système et on va dans un nouveau. Et puis ensuite, il se peut qu'on trouve un système comme aujourd'hui où il n'y a pas de nouveau système. Et ça, c'est la crise du système de légitimité. Donc vous voyez la différence entre une crise dans et une crise du. Et là, je finirai là-dessus, simplement, pour dire, voilà l'histoire de la légitimité en Amérique et en France. Alors, en haut, vous avez l'histoire du critère du droit administratif tel qu'on le racontait dans les traités de droit public. Le principe de la puissance publique, la légitimité, c'est l'origine du pouvoir. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une logique très simple. Le deuxième, c'est la finalité. Le troisième, les méthodes. Alors, vous voyez que puissance publique, service public, crise du critère. Vous avez Perelman, dans Logique juridique, défini école de l'exégèse avec les mêmes dates. Conception téléologique, donc légitimité par la finalité, sociologique, la réalité, et en fait c'est Auguste Comte. La première c'est Kant, la troisième nouvelle rhétorique. On est dans la rhétorique, on est donc, je dirais, dans la crise de la science. Alors en ce qui concerne l'Amérique, on a le livre de Bernard Schwartz sur l'histoire du droit américain distingue aussi ces trois périodes. Une période d'élaboration, on en a parlé tout à l'heure. Une cristallisation autour de l'âge doré où se fait l'enseignement du droit, l'État-providence et le droit comparé. Et lui, il parle de mort du droit ou un droit qui va jusqu'à l'absurde. C'est pas moi qui l'invente. Et enfin, alors je finirai là-dessus. Donc vous voyez, par rapport au management, vous voyez qu'en France, le management ne peut pas arriver avant l'année 60, puisque c'est le public qui domine, et le management, c'est ce qui est conforme, c'est ce qui vient du secteur privé. En Amérique, il ne peut pas y avoir de management avant 86. C'est-à-dire avant qu'on reconnaisse la personnalité morale aux entreprises. Et cet arrêt Santa Clara est absolument prodigieux, puisque la question est de savoir est-ce qu'une entreprise peut avoir une personnalité morale. Les juges répondant, la question de savoir s'ils peuvent avoir une personnalité morale, on ne va pas en traiter, mais nous sommes tous d'accord que oui.
Donc la réponse est oui, mais quelle est la question? Et c'est fabuleux. Et donc à partir de là, l'organisation existe, et donc il y a un intérieur, et donc il faudra résoudre les problèmes internes. Mais vous voyez que le management là, il va être subordonné, c'est la naissance des business schools, etc. À partir de 42, et je finis là-dessus, jusqu'en 78, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la question de savoir si les grandes organisations ont le droit au free speech, c'est-à-dire le droit, le Bill of Rights, un des premiers droits du Bill of Rights, qui est la liberté de parole. Et en 1976, c'est accordé, et comme vous le savez sans doute, il n'y a pas très longtemps, on a même accordé aux entreprises le droit de financer les hommes politiques comme un individu. Ça veut dire, et je conclurai là-dessus, si une entreprise a le droit au free speech, ça veut dire qu'elle a un speech, c'est un discours. Ça ne veut pas dire qu'elle parle, c'est difficile, mais elle a un discours. La question est, quelle est la technique qui permet à une organisation d'avoir un discours? Vous voyez, ça servait à quelque chose d'être professeur de marketing.